On repart les amis, on repart donc avec l'immobilier. Alors hier, on a passé beaucoup de temps avec Alain Dinin à parler du résidentiel. Je voulais parler un peu des bureaux avec lui, puis on n'a pas eu le temps. C'est vrai que le résidentiel est quand même... Et puis, il se trouve que voilà, j'ai une belle foncière, là, spécialiste. Alors, du bureau, mais du bureau en région. Oui. Et alors, donc, Philippe Rossio, bonjour Philippe, bonjour. PDG donc, de INEA. Et en fait, avec une taille qui est quand même une taille réduite pour une foncière, enfin 46 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est très bien, mais oui. voilà. Vous êtes leader en région, ça veut dire qu'en fait, les grandes foncières ne s'intéressent pas aux bureaux en région. La réponse est oui. On est leader. Deux, au-delà du chiffre d'affaires, il faut voir à peu près le portefeuille. Oui, donc, bien on a sûr. un portefeuille qui fait à peu près 1 milliard. Mais effectivement, on est la seule foncière cotée qui soit véritablement active en matière d'immobilier de bureaux et notamment d'immobilier de bureaux neufs en région. Oui. Il serait temps qu'ils s'y mettent quand même, non Écoutez... Non, mais c'est là que ça m'intéresse. Ouais. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose, justement, sur ce bouleversement du travail qu'on est tous en train de traverser ? Alors, on se dit que là, les régions ont des cartes à jouer qu'elles n'avaient peut-être pas avant et peut-être enfin sortir de l'hypercentre parisien. Je ne peux que souhaiter que vous ayez raison. Ouais, c'est ça. Le point est que globalement, on a débuté cette aventure et on a créé cette société il y a à peu près une quinzaine d'années. Et l'idée a été immédiatement en fait de se focaliser sur la région. Pourquoi ? Parce que on était en train d'identifier que les grandes métropoles régionales, qui sont en train de devenir en gros les capitales des régions, avaient une croissance démographique, une croissance économique, et puis même en fait un développement culturel. Et donc les accompagner immobilièrement avait beaucoup de sens. Et donc on s'est calé sur des immeubles de bureaux, essentiellement neufs. Alors on les achète dans un terme un peu barbare, on les achète en VFA, c'est-à-dire en vente en l'état futur d'achèvement. Sur plan. Oui, au cul du camion. Oui, voilà. Sur plan. Et par rapport à cela, si vous voulez, ces immeubles neufs, conçus comme tels hier, au fil du temps, c'est des immeubles qui sont aux normes environnementales et en date d'aujourd'hui, ce sont des immeubles qui sont verts. Et donc, effectivement, on se revendique, en plus d'être leader coté dans l'immobilier de bureau en région, comme là, tout simplement, la première foncière qui est verte et qui respecte en date d'aujourd'hui le décret tertiaire. Oui, mais ils le sont tous, finalement. Enfin, je veux dire, il ne peut plus y avoir une foncière à peu près raisonnable qui ne fait pas de la construction, alors énergie positive, etc. Enfin bref, l'ensemble des labels, décrets et autres. Oui, c'est une chose que de vouloir l'être. C'est une chose d'avoir en quelque sorte toute un marketing vert, c'en est une autre en date d'aujourd'hui de respecter le décret tertiaire qui vient de sortir. Il est sorti chiffré le 18 janvier 2021. Il faut appliquer les grilles du décret tertiaire immeuble par immeuble et se rendre compte si on le respecte ou pas. Dans notre et donc cas, c'est quoi ? C'est l'équivalent des RT qu'on voit fleurir pour l'immobilier résidentiel ? Oui, tout ça, ça accompagne le même mouvement, mais c'est vraiment la consommation énergétique de votre immeuble doit respecter un certain seuil. D'accord. Donc c'est extrêmement normé. On le définit en fonction de l'altitude de l'immeuble, de sa position géographique, et ensuite du degré d'utilisation qu'on a de l'immeuble. Et vous déclinez tout ça immeuble par immeuble. Exercice qu'on a fait. 80% de notre portefeuille respecte déjà le décret tertiaire horizon 2030, donc ça veut dire 10 ans d'avance, et il y a 13% qu'on peut faire basculer facilement. Donc on a plus de 90% de notre portefeuille qui respecte déjà le décret tertiaire. Mais d'ailleurs, j'ai vu dans vos résultats un chiffre très intéressant, c'est-à-dire sur 2012-2019, vous avez une consommation énergétique de vos bâtiments en baisse de 31%. Oui, et aujourd'hui, on est par rapport à la... C'est super intéressant quand même. Oui, ça. mais même aujourd'hui, on est par rapport à la consommation énergétique moyenne dans le bureau, telle qu'on peut la mesurer, 38% en dessous de la moyenne nationale. Donc quand vous dites... Oui, mais à la limite, moi ce qui m'intéresse, c'est les progrès. À la limite, la moyenne nationale que vous soyez... OK, mais... En fait, c'est sur vos propres bâtiments en fait, que vous arrivez par... par le fait d'y avoir mis très très tôt en fait, des capteurs qui permettent en fait, de suivre la consommation en matière de fluide, donc tant en électricité qu'en eau, et effectivement d'avoir monitoré tout ça au fil du temps pour effectivement abaisser la consommation énergétique. Super intéressant. Je l'espère. Non, alors en plus, vous avez une raison d'être, là, j'aime bien, contribuer à l'essor économique des territoires en favorisant le développement d'un immeuble, d'un immobilier tertiaire durable. Bah, écoutez, c'est beau comme une raison d'être. Ça engage pas plus que ça. Oui, enfin, ça engage. Construire de l'immobilier de bureaux neufs en région, je vous assure qu'il y a une dizaine d'années, c'était loin d'être évident. Moi, alors, c'est pas le jeu, mais c'est le mot territoire sur lequel j'irai vous challenger. Oui. Parce que vos immeubles, ils sont pas dans les territoires. Vos immeubles, ils sont
Ils sont où? Ils sont à Bordeaux, Ils à sont, Nantes, oui, ils sont dans les grandes métropoles. Eh ben oui, Oui. eh ben oui. Oui, mais eh ben après, oui. écoutez, il faut bien commencer quelque part. Mais j'ai aucun D'accord. sujet avec ça. Ouais, aucun sujet avec ça. Et donc, on peut penser que demain, ou espérer demain, qu'il y aura des villes satellitaires par rapport à ces grandes métropoles qui se développeront elles aussi, et qu'on sera à même de suivre ce développement. Alors, au-delà de ça, et de ce green building d'ailleurs, je l'avais écrit comme ça, comment est-ce que vous voyez l'évolution du bureau? Est-ce que vous êtes en train aujourd'hui, est-ce que, d'une certaine manière, vous êtes pris par surprise par ce qui pourrait se passer en termes d'évolution justement du secteur tertiaire? Et je pense au télétravail et au développement du télétravail. Oui. Je pense, et je ne suis pas du tout le premier à le dire, que cette crise, ça a eu comme conséquence une accélération de mutation, mais il ne faut pas oublier la fin de la phrase, qui était déjà en cours. Donc, vous avez effectivement un côté exacerbé. Les médias font que globalement, l'e-commerce s'adresse aux centres commerciaux, et c'est le fléau des centres commerciaux. Ils ont vite fait d'appliquer le télétravail comme devenant le nouveau fléau des bureaux. Je pense qu'en date d'aujourd'hui, dans ce qu'on vit, vous avez en fait à la fois le télétravail qui est une flexibilité et il faut effectivement l'utiliser. Attention simplement à sa productivité et au lien social qui peut disparaître. Ouais. Et puis dans le même temps, en fait, une dédensification d'un certain nombre d'espaces de bureaux. Il ne faut pas oublier l'open space. Aujourd'hui, on le considère comme mort ou passé, mais il a triomphé au cours des années passées. Et c'était quoi? On vendait plus de créativité et plus de communication, ce qu'on n'a pas eu, pour beaucoup moins de mètres carrés, ce qu'on avait effectivement bien eu. Ouais. Donc vous avez aujourd'hui un phénomène dans lequel vous avez effectivement cette flexibilité et télétravail qui va libérer de l'espace, mais dans le même temps, des conceptions différentes en fait de l'espace de travail. Ce que vous dites, c'est qu'il y avait besoin en fait de libérer de l'espace. Mais bien sûr. C'est on s'était entassé à beaucoup trop nombreux dans les open space. Oui, oui. À l'évidence. Oui, sauf que le gars qui fait ses comptes, le gars qui regarde son bilan, le gars qui regarde combien lui coûtent ses mètres carrés, il va peut-être avoir, lui, comme réflexion de dire, bon, ben, j'ai 30% de mes salariés en télétravail, je réduis de 30% mes mètres carrés. C'est là qu'on peut avoir une évolution qui soit vertueuse parce que, effectivement, quand on constate les territoires, les régions, etc., on constate que, globalement, et c'est ce que l'on vit, nous, on met à disposition des immeubles qui sont à taille humaine, donc qui sont, enfin, vous vous présentez par rapport à... Ça veut dire quoi de taille humaine? Ça veut dire précisément que c'est un immeuble qui fait 3, 4, 5 étages au maximum. Donc, que vous preniez l'ascenseur ou l'escalier, ça ne change rien, d'accord? Ils sont divisibles, ils sont flexibles, ils sont réversibles. C'est extraordinaire. Bon. Pouvoir aller travailler sans prendre l'ascenseur, c'est dingue. Et quand vous avez ça, c'est autre chose qu'une tour à la Défense. Hein. Et quand vous avez ça, vous avez, accompagnant ces produits neufs, des loyers qui sont 3 à 4 fois moins élevés que ce que vous avez sur Paris et la région parisienne. Donc, il y a, par rapport à votre interrogation, une évolution possible qui serait intéressante pour le développement même de l'immobilier en France, c'est un phénomène de décentralisation. Tout à fait. Voilà. Il faut avoir... Que pourrait rendre... Alors là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec la Covid. Ce sont les nouvelles technologies. Oui. Et le fait qu'aujourd'hui, énormément d'activités tertiaires peuvent être en fait exercées, même si on continue à se regrouper pour, comme vous l'avez dit, la créativité et tout ça, enfin ce dont on parle très régulièrement. Mais en tout cas, elle peut être tout à fait décentralisée. Exactement. Alors le siège social peut être, si on le veut, à Paris, à Londres, où on veut, mais ensuite, vous avez la possibilité effectivement de décentraliser. Et il ne faut pas oublier non plus... Si vous et ça, c'est un mouvement que vous constatez? C'est-à-dire il y a des réflexions d'un certain nombre d'entreprises sur ce sujet-là? C'est un mouvement sociétal fort. D'abord, le drive, si vous voulez, l'élan, il est donné par les salariés. Vous interrogez les cadres franciliens, à 80%, ils ont envie d'aller vivre et de travailler à Toulouse, à Bordeaux, à Lyon, etc. C'est un mouvement très fort. 80%, ce n'est pas juste un effet de mode. Donc ce sera un facteur d'attractivité pour vous que de oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. À partir du moment où il y a effectivement une offre de bureau, qui est une offre de bureau parfaitement compétitive, enfin, qui est à la hauteur des standards. Elle l'est. De ce qu'on peut... Et elle l'est déjà. C'est-à-dire que les prestations techniques qui sont offertes par des immeubles de bureaux neufs en région sont à égalité avec ce qu'on a à Paris, en région parisienne. Dernier point, Philippe, parce que vous avez traversé quand même, vous aussi, un sacré choc. Oui. Est-ce qu'il y a eu un sujet de loyer? Parce que ça a été un moment très challenging quand même, autour des loyers. Alors, pour faire vite, on a encaissé 99% de nos loyers en 2020. Le point a été simplement bien sûr qu'il fallait dialoguer, expliquer. On a aménagé à peu près 0,6% de nos loyers, donc ça paraît indécent quelque part. Mais on avait des loyers. Si les entreprises peuvent payer, il n'y a rien d'indécent. Oui, mais c'était ça le jeu. Mais vous avez raison, c'était ça le jeu. À partir du moment où nous, on était en train de fonctionner sans aucune aide, on a fait entendre à nos locataires, et ils l'ont entendu, qu'à partir du moment où eux aussi arrivaient à fonctionner, il fallait être dans l'économie et dans sa globalité. C'est ça, il y a un moment, il fallait que le système tienne. Voilà, ouais. C'était de l'éthique, c'était de la volonté de respecter des contrats. Ouais, voilà.
Et donc, ça s'est bien passé. Mais, Ça s'est bien passé. Mais vous étiez prêt, parce que, et puis on n'est peut-être pas sorti de tout ça, Oui, vous étiez prêt à vous dire, on regarde, enfin, c'est-à-dire, les relations entre une foncière et ses locataires peuvent pas être... Enfin, il y a des moments où on est capable de faire des gestes, il y a des moments où on est capable de rentrer dans une relation qui permet de maintenir en vie des entreprises. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que ces moments-là sont pertinents lorsque on est face à des surfaces importantes avec des loyers importants. C'est là où peut-être le débat, si vous voulez. Et là, bien évidemment, je pense qu'il y a eu des effets d'aubaine qui ont été recherchés et puis de vraies négociations qui ont eu lieu. Ouais. Mais c'est là où vous êtes en train d'être sur des montants qui sont assez considérables. Alors que vous, justement, cette fameuse idée de taille humaine... Exactement, fait que globalement, on a des locataires qui sont bien importants, enfin bien évidemment importants. On a toujours cherché à avoir une dispersion de notre chiffre d'affaires qui soit forte. Aucun locataire ne fait plus de 5% de notre chiffre d'affaires. Et en matière de sous-jacent d'activité, c'est la même chose. Donc on a eu là la chance, il faut l'avouer, de ne pas être sur des secteurs qui ont été particulièrement pénalisés par la Covid. Merci Philippe. Philippe Rosiot, donc le PDG d'INEA, coté d'ailleurs. Hein, oui, INEA. Coté. Voilà, coté, voilà, si ça vous intéresse. Ben non, mais c'est toujours intéressant. Ah, oui. Qui publiait d'ailleurs ses résultats il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier. Oui, voilà. Non, c'était le 3 mars, mais voilà. Merci d'être venu nous voir donc sur Bismart. Merci.